Salut tout le monde, bonsoir, bon samedi, j'espère que vous allez bien. C'est quoi tes pronoms? Vous aurez remarqué ma voix, hein, donc désolé d'avance pour cette voix totalement suave et sexy. Ce soir, je suis accompagné de Will. Comment ça va, Will? Ça va, écoute, un peu enrhumé en cette saison, mais c'est normal. Alors, je vous préviens d'avance, Will, tout comme moi, avons un léger souci de tout. Donc moi je vais essayer de mon côté de, si jamais je vois que ça commence à partir en tout, je couperai le micro pour pas vous incommoder. Mais soyez un peu, voilà, un peu de, bien évidemment, un peu de bienveillance étant donné que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut contrôler. Alors, bonsoir chaton qui est en train de manger, donc bonsoir et bon appétit. Bonsoir aux personnes qui sont peut-être déjà dans l'heure, qu'encore une fois, hein, vous pouvez participer ou pas, c'est comme vous voulez. C'est comme chez vous. Est-ce que j'oublie de dire quelque chose? Si, je vais le dire vite fait, parce que comme je regardais tout à l'heure, c'est la 48e émission. L'émission arrive quasiment à ses 2 ans, puisqu'elle a commencé en février 2022. Quasiment 2 ans, j'ai du mal à y croire moi-même. Chaton qui me dit, moi je peux tousser à l'écrit si vous voulez pour être en harmonie. Ouais, ouais, ok, c'est concept. Après, on pourra peut-être vendre l'émission à Arte, donc pourquoi pas. Et du coup, oui, tout ça pour vous dire que du coup, on est à la 48e émission. Pour vous donner la petite timeline, on aura encore une émission la semaine prochaine, normalement, si l'invité est toujours dispo. Et du coup, après, on marquera une petite pause de 2-3 semaines et on se retrouvera en janvier. Ce qui coïncidera à peu de choses près entre non seulement les 2 ans de l'émission et la 50e. Pour la 50e, j'aimerais bien faire quelque chose de spécial, mais je ne sais pas encore quoi, donc voilà. Du coup, on va reprendre le fil d'émission, même commencer le fil d'émission. Will, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Enchanté, moi c'est Will Chaton sur Twitter. Peut-être qu'il y a des gens qui me follow que je sais pas. J'ai 28 ans. Je suis en première année de licence de lettres modernes. Euh, Quoi d'autre? J'ai fait un TEDx que vous pouvez trouver sur YouTube, qui traite de la non-binarité et de la transidentité. Voilà. Euh... Je pense qu'on va. Non, pardon, j'allais dire, je pense. D'accord. Oui, alors comme dit, c'est pas, je le dis à chaque fois, mais c'est pas une condition pour être dans l'émission. Attendez, je vais juste faire un truc, c'est que je me rends compte que mon outil qui me fait suivre la caméra, il me donne des yeux super chelous et c'est plus creepy qu'autre chose. Voilà mes vrais yeux. C'est mieux, honnêtement c'est mieux. Donc oui, être multiple n'est pas une condition pour être dans l'émission, bien évidemment, mais c'est vrai que ces temps-ci, surtout cet été, je crois que je dois être à quelque chose comme près d'une dizaine de personnes multiples en 3 mois, ce qui est pas mal quand même. Donc voilà. Et à tel point que à la base, je voulais même faire une spéciale de l'émission qu'on aurait appelée C'est quoi tes haltères? Et puis honnêtement, j'ai complètement zappé de continuer, donc voilà. Alors, désolé. Donc tu nous parlais il y a quelques secondes d'un TEDx. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Alors, un TEDx, c'est une conférence sous la marque TED, donc TEDx. Donc, c'est des conférences très structurées, labellisées, etc. Où en fait, on a 15 minutes pour présenter notre sujet. Et on monte sur scène, on présente notre sujet pendant 15 minutes devant un public. Et c'est retranscrit ensuite sur YouTube. Alors du coup, je trouve ça super intéressant. C'est quoi? C'est genre dans une salle spéciale? C'est un public qui sait ce à quoi il va assister? Ou c'est un peu un truc qui sont un peu plus à l'arrache? En fait, le public a le nom des intervenants, le sujet à peu près et le nom global de la conférence. Et ils savent à peu près ce qu'il va avoir, mais ils savent pas le contenu des conférences. D'accord, ok. Mais c'est un public qui paye son billet pour rentrer dans la conférence. D'accord, parce que du coup, je me dis, imaginons, c'est pas quelque chose qui est centré sur un sujet en particulier. Non, il y a un mot d'ordre global, et après, toutes les conférences parlent de ce qu'elles veulent. D'accord, parce que du coup, Faut bien qu'on ait ça. j'imaginais.
Non, vas-y, excuse-moi, je dirai après, vas-y. Alors, j'ai participé, il y a eu une conférence sur la grossophobie, il y a eu une conférence sur l'éducation nationale, il y a eu une conférence un peu spectacle sur un gars qui faisait des inventions. Donc, il a présenté ses inventions sur scène. Voilà en gros ce qu'il y avait quand je suis passée, moi. D'accord, ouais, non, parce que j'imaginais si t'as quelqu'un qui vient. Si t'as quelqu'un, malheureusement, malheureusement, t'as quelqu'un qui fait une conférence genre sur la guerre en ce moment au Moyen-Orient, et puis derrière, t'as un mec qui fait bon, bah voilà, maintenant moi je vais vous parler de mon amour pour les spaghettis bolognaises. Ça va être très particulier quand même au niveau du changement de ton entre les différentes. Je suis désolé, je regarde juste en arrière, j'ai mon chat qui est en train de faire un boucan, juste en vérifier qu'il soit pas en train de faire une connerie. Non, c'est bon, il me regarde avec ses grands yeux de chat innocent, donc c'est que. Ah merde, Crony. Je vous demande une toute petite seconde. Excuse-moi, continue juste de parler du TED Talk. Faut juste que je ramasse un truc que le chat a fait tomber qui peut poser problème s'il le casse. Désolé. D'accord. Bah, le TED Talk, vous pouvez le trouver Twitter, alors. Sur YouTube en tapant Eli Ventura ou une conférence d'un autre genre, Eli Ventura. Enfin, vous tapez Eli H-E-L-Y, Ventura V-E-N-T-U-R-A, et normalement vous le trouverez. Et vous trouverez mon roman au passage. Voilà. Du coup, c'est quelque chose que t'as. Ah bah, Chaton va nous mettre le lien dans le chat, c'est nickel. Du coup, c'est un truc que t'as bossé pendant des mois. C'est comment tu prépares un truc comme ça concrètement? En fait, j'ai passé une audition d'abord. Le jury a beaucoup aimé ce que j'avais fait, donc ils m'ont retenu. Ensuite, j'ai eu des mois de coaching pour apprendre à parler, pour apprendre à poser ma voix parce que j'ai tendance à parler très vite, pour apprendre les gestes, quels gestes fallait faire à quel moment, pour travailler sur le PowerPoint, pour savoir me placer sur scène. Donc j'ai vraiment été guidée, coachée et entraînée. Et j'ai dû apprendre 9 pages par cœur, recto verso, à la virgule près. Oh. Quand je dis à la virgule près, c'est que chaque mot, chaque pause, chaque truc était calculé, il fallait que je le sache par cœur. J'avais pas de prompteur sous les yeux pendant la conférence pour me rappeler si j'avais un trou. Ça, c'est un truc, je suis souvent justement comment dire? Je suis souvent face à des publics assez grands qui peuvent aller de 200 à. Je crois que le maximum que j'ai fait, ça doit être quelque chose comme 2000 personnes. Et le côté, si on me disait, écoute, voilà, maintenant tu fais ton truc, mais en plus tu dois avoir appris un truc par cœur, je pèterais un câble, hein. Je pèterais un câble. Déjà, quand on me dit, bon, alors voilà, faut que tu penses à remercier tel sponsor, tel sponsor, tel sponsor, je suis en train de serrer les dents. Mais alors, si en plus on me dit, bah voilà, il va falloir que tu, en fait, que tu interprètes, parce que c'est pas de la récitation, puisque tu dois vraiment en plus le jouer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce côté tout préparé, moi, ça me ferait peur, en fait. Et du coup, t'as fait le sujet sur la non-binarité, la transidentité, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool que de voir qu'il y en a qui peuvent en plus en faire quelque chose de, comment dire, de très, très pédagogue, du coup j'imagine. Alors, Oui, bah en fait, Chaton nous dit juste, j'ai du mal à trouver, il faudrait me taper le nom dans le chat si possible. C'est conférence d'un autre genre, t'as dit, hein? vous pouvez taper Eli Ventura, vous le trouverez. TEDx Eli Ventura, vous le trouverez. Ok. H-E-L-Y. Ça fait très bizarre dit comme ça, Eli Ventura, TEDx, ça fait limite nom de sextape en fait. Désolé de le dire comme ça, mais ça fait très. Enfin, voilà, mais bon, je suis désolé encore une fois. Je suis dans un état second, m'en voulez pas, c'est la crève. C'est la crève qui parle, ce n'est pas moi. CQTP ne cautionne pas du tout ce genre de vanne, bien évidemment. Alors attends, je reprends un peu de boissons non sponsorisées pour éviter de mourir déjà. Voilà. Donc, après, donc tu fais ça. Et t'as fait ça quand du coup ce TEDx? En 2017, je crois. D'accord, donc 2017-2018. donc en plus, si je calcule bien, du coup, ça veut dire que t'avais 23 ans, un truc du genre. À peu près, ouais. Punaise. C'est classe parce qu'on a souvent dans l'émission des personnes qui sont relativement jeunes, on va dire, en tout cas jeunes par rapport à moi. Et il y a souvent justement cette créativité ou ces qualités de travail, on va dire, faute d'un meilleur terme, qui sont assez impressionnantes, hein.
Je sais qu'il y en a beaucoup eu d'auteurs. En plus, tu dis que tu as écrit un roman, c'est ça, déjà? Oui, c'est ça. Il est disponible sur Amazon. Punaise. C'est impressionnant, franchement. Je pense pas qu'il y ait de communauté autre que la communauté LGBTQIA qui est autant de personnes créatives et de comment dire, et de vécu dans son truc. Enfin, après, c'est normal, tu me diras, si t'es LGBT, t'es déjà forcé d'avoir un parcours assez atypique, donc du coup, en fait, ça paraît logique en y réfléchissant. Et c'est très bien connu aussi. Ouais, bah oui, bah oui. Mais c'est vrai qu'effectivement. Alors après, c'est logique. Après, je pense qu'il doit aussi y avoir des communes, tu vois, peut-être dans les domaines médicaux éventuellement. Je pense que c'est pas. En fait, concrètement, dès le moment où tu vis certaines choses, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, forcément, t'as ce truc que tu peux partager ou en théorie, t'as les capacités. Après, ce que tu choisis de les utiliser, c'est autre chose, mais en théorie, oui, dès le moment où tu vis des trucs, bah, t'as des trucs à raconter, quoi. En fait, mon idée de TEDx, c'est parti du truc tout simple où en fait, je faisais vraiment beaucoup de pédagogie sur Facebook. Le pire lieu pour faire de la pédagogie, vraiment. Ah oui, effectivement, Et, Twitter, c'est déjà chaud, mais. et en fait, j'en avais marre de me répéter. Donc, j'ai commencé par écrire un texte avec tout ce que j'avais l'habitude de dire sur Facebook. Et ça a donné un peu la trame de ce que j'allais dire dans mon TEDx. Et en fait, maintenant, je me fais plus yesh. Quand quelqu'un vient et balance de la transphobie, je balance mon lien TEDx. S'il le regarde et qu'il vient me reparler, je me dis, bon, c'est ok, il veut discuter, il veut apprendre. S'il se contente de me dire, je vais pas regarder ta merde ou un truc comme ça, je me dis, bon, bah, ça sert à rien que je perde du temps avec lui, quoi. Bah, c'est très rare en plus que les personnes qui sont entre guillemets tellement agressives et tellement, comment dire, je cherche mes mots, je suis désolé, j'ai un peu de mal, mais c'est rare que les personnes vraiment qui t'agressent sur Twitter, sur ce genre de choses, Twitter ou les réseaux sociaux, c'est quand même très rare que ce soit des personnes qui sont quand même en volonté d'apprendre et qui sont capables après de dire bon bah voilà j'ai dit n'importe quoi, hein. Ça reste relativement rare quand même ce genre de personnes, non? Ça reste rare, mais des fois, il y en a qui sont, en fait, qui savent pas de quoi ils parlent. Et quand tu leur prends le temps de leur expliquer, etc., bah, pas ils se ravisent, mais disons que leur vision des choses change un peu. Ça, J'avoue que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont capables comme ça de comment dire, d'avoir une capacité à faire réfléchir les autres et à les faire éventuellement changer d'avis. Parce que j'avoue que moi, je suis arrivé à un stade, alors après, c'est pareil, hein, je suis peut-être plus fatigué et puis j'ai d'autres soucis qui font que, mais je sais que maintenant, j'ai plus cette force morale forcément de pédagogie, en fait. C'est-à-dire, en gros, c'est quelqu'un me dit un truc, je fais, bah écoute, c'est faux parce que machin. Si la personne après, en gros, si la personne me dit oui, mais non, en fait, je lui dis juste, mais va te faire voir, en fait, j'ai pas de temps à perdre avec toi, quoi. Je sais que justement, j'ai eu pas mal de soucis quand il y a eu la grosse polémique avec le jeu tiré de la franchise dont il faut pas parler, où justement, j'ai perdu littéralement des amis à cause de ça. Mais je sais que même malgré ça, j'aurais pas eu la pédagogie de leur dire, maintenant, écoutez, vous avez tort, parce que voilà, c'est ça, ça, ça. C'est juste une fatigue qui fait que je suis pas capable quoi, de faire ce genre de truc, moi perso. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour ceux qui réussissent à l'avoir, cette patience. Bah, une fois, dis-toi que j'ai passé une journée entière à discuter avec des transphobes sur Twitter. Il y a même quelqu'un qui a fait un post sur moi en disant gros merci à Will Chaton qui a passé sa journée à parler avec des transphobes. Genre, vraiment, j'avais passé une journée entière à répondre à des tweets de transphobes. Oh, tu sais, quand tu passes une journée entière à répondre à des études de transform, moi j'appelle ça un dîner en famille, donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Vous pouvez d'ores et déjà dans les commentaires faire un pari sur qui de Will ou de moi-même allons décéder avant la fin de l'émission des suites de notre crève. Le gagnant gagnera un pins qui dit merde. Un pins qui dit merde. Ah. C'est un pins que je rêverais d'avoir moi perso. Un t-shirt qui dit juste merde. T'aurais le t-shirt qui serait juste noir et genre t'aurais, tu sais, comme les effets de relief sur certains t-shirts, mais en noir, donc un peu en relief, t'aurais marqué merde. Je participe. Tu fais super bien l'atout, mon cœur. Tu fais super bien l'atout, c'est incroyable. J'y crois, hein. Personne, moi je lis ça, je suis en train de me dire, mon dieu, elle est en train de tousser ses poumons, c'est impressionnant. Ouh!
Je prends un Venez. peu d'eau. Pensez à boire de l'eau, les gens. Ouais. En vrai, L'eau, c'est important. comme dirait le grand Jean-Claude, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, on va repartir. Attends, je vais d'abord te laisser boire ton eau. Mais vas-y, il n'y a C'est pas bon, de. c'est bon, Ah, ok. c'est bon. Du coup, oui, on va repartir sur la base du truc. Tu as donc 28 ans, ça fait combien de temps que tu es consciente de ta transidentité? Alors, ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai commencé à conscientiser vraiment très tard ma non-binarité. Euh, j'ai commencé à conscientiser ça en 2017, à me poser des questions en 2017, suite au coming out non-binaire d'une ancienne amie à moi qui m'avait dit, écoute, je suis à genre. Et je lui avais fait un peu, mais du coup, c'est quoi à genre et tout, parce que bah moi, je suis perso, je suis pas une homme, je suis pas une femme, je suis juste moi et tout, machin. Et là, elle m'a dit, bah, Ouais. creuse un peu du côté de la non-binarité. Et c'est comme ça que je me suis posé des questions, que j'ai rejoint des groupes non-binaires, que j'ai exploré un peu tout ça. Après, j'ai vite commandé un binder, et là, ça a été ma première grosse euphorie de genre, c'est quand j'ai vu ma silhouette avec le binder. D'ailleurs, j'en parle dans mon TEDx de ce fameux binder. Mais je me rends Alors, compte qu'il y avait des signes, il y avait pour... des signaux. bon, excuse-moi, je t'interromps juste pour ceux qui savent pas. Le bender, en fait, ça te permet de planquer ta poitrine, en gros. Ça te la compresse et. C'est un vêtement compressif à destination des personnes transmasculines qui permet de faire un effet de torse plat. Ce qui doit être au passage super douloureux parce que. Bah, si j'en crois tes photos des fois sur Twitter, tu fais partie des personnes qui ont une poitrine qui est assez grande. Oui. Donc, du coup, j'imagine que ça doit pas être le plus confortable au Bah, monde, quoi. basiquement, un binder, tu dois pas le porter plus de 8 heures, par exemple. Ouais, donc voilà, c'est un peu galère, quoi. Je trouve ça vraiment. Tu dois pas le porter plus de 8 heures, tu dois pas dormir avec, tu dois pas normalement faire de sport avec. Je dis bien normalement parce que moi, j'ai déjà fait du jonglage de feu avec mon binder. J'ai très vite regretté. Tu me diras que c'était pas pire que le jonglage de feu avec un corset. Ouais, Mais bah oui, hein. j'ai très vite regretté le port du binder pour faire le jonglage de feu. J'étais en mode, ok, c'est stylé, j'ai un torse plat et tout, j'ai une chemise et tout, mais qu'est-ce que c'est pas confort pour les mouvements? Bah, du coup, en fait, c'est quoi? Ta poitrine est écrasée, mais alors j'imagine que ça te compresse encore plus la cage thoracique, quoi. Ouais, basiquement, tu peux pas faire de grandes inspirations quand tu portes un binder. C'est pour ça que c'est déconseillé de le porter plus de 8 heures et aussi parce que ça peut te péter des côtes si tu le portes trop longtemps. Alors, attends, je suis en train de réagir. Le binder, grosso modo, il fait quoi? Il fait, c'est un truc qui fait juste genre le haut de ta poitrine ou ça va jusqu'en bas? Je me Ça rends compte, je dépend fais les lesquels. mouvements, mais tu les vois pas, je suis bête, je me rends compte, c'est un peu con. Il y a des binders intégrales qui vont jusqu'en bas, qui font comme un débardeur, et t'as des binders qui font comme des croque-tops. D'accord, ok. Ok, oui, non, parce que j'avais du mal à visualiser le truc, mais c'est vrai qu'effectivement, même si ton binder, entre guillemets, est juste là pour compresser ta poitrine, c'est vrai que tu peux pas forcément avoir un truc qui est court, en fait, c'est pas évident, quoi. Bah, t'en as, c'est juste des croque-tops, ils s'arrêtent au niveau du haut du nombril. Désolée. Pas de souci, pas de souci. Ah, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu galère. J'ai l'impression que t'as moins de côté. Enfin, je parle au niveau côté pratique, parce que malheureusement, côté perçu de la société, c'est la même chose. Et t'as moins de difficultés à être un homme trans, parce que justement, j'ai l'impression qu'on va te. Attends, non, non, attends, j'ai dit une grosse connerie. Non, non, pardon, je dis une grosse connerie. Je retire ce que j'ai dit. J'allais dire une grosse connerie, mais je viens de me rendre compte que si t'étais un mec trans ou une femme trans, dans tous les cas, si t'as de la dysphorie, t'es obligé de compresser des trucs qui sont pas forcément faits pour l'être. Donc non, oubliez ce que j'ai dit, j'allais dire une grosse connerie. Mais plus ça va, plus je songe à la mammectomie, surtout que je vais me lancer dans le drag king normalement, si tout se passe bien, si je devrais me lancer. Et qu'est-ce que c'est relou de porter du trans-tape et qu'est-ce que c'est relou de porter des binders. En plus, je vais faire des perfs où je finirai en caleçon à paillettes. Et je me dis, le quick au niveau des seins, ce sera une libérance, une délivrance, parce que au pire, si je veux mettre une robe et avoir une poitrine, je peux toujours mettre un soutif rembourré ou un truc comme ça. Mais cacher une vraie poitrine, c'est l'enfer. Bah, je sais qu'on avait déjà eu des invités dans l'émission qui voulaient pas forcément tout couper, mais qui déjà voulaient faire une réduction de façon à bah, tout simplement à être plus, soit de pas avoir de dysphorie, ou même pour le côté simplement pratique en fait.
Oui, c'est vrai que les gros seins, c'est pas pratique, ça fait mal au dos. C'est chiant parce que tu peux pas dormir sur le ventre ou très peu. Quand tu fais certains mouvements, bah, ta poitrine te bloque. Enfin, Ah non, pour le coup, je c'est peux très, c'est très joli dans une robe. Genre, je dis pas le contraire. Un joli décolleté dans une belle robe, c'est très beau. Mais dans le côté pratico-pratique, c'est surcoté. C'est marrant à quel point, c'est un truc, j'ai mis des années à m'en rendre compte parce que forcément j'avais une vision très cis-centrée et très, entre guillemets, même hétérocentrée, mais c'est vrai qu'effectivement, enfin, tu vois la différence entre le fantasme des gros seins tel que beaucoup de mecs peuvent l'avoir et la réalité du truc. Tu dis c'est encore un truc de plus qui est fait, les mecs ils pensent à eux, mais ils pensent pas qu'effectivement ça doit être la merde comme pas possible quoi. Je confirme. Mais bon. En plus, plus t'as une grosse poitrine, plus c'est chiant à cacher. Genre le Ouais, bah oui. transtape, le transtape, là où certains de mes potes, ils en mettent 2 bandes et c'est réglé. Moi, je suis obligée d'en mettre 3 ou 4 bandes pour que ma poitrine soit cachée, quoi. Ah, j'ai une astuce, mais elle va probablement être pourrie. C'est au lieu de planquer, tu vois, ta poitrine, est-ce que tu as déjà pensé en fait en mettre plein en dessous de façon à ce que ça équilibre en fait, tu vois? En fait, au lieu d'aplatir ta poitrine, tu augmentes le dessous pour que ça. Non? Non, c'est une idée à la con? Je vois pas ce que tu veux dire. Non, mais c'est une connerie en fait. Je veux dire, au lieu d'aplatir ta poitrine, en fait, le but c'est de d'agrandir ce que tu as en dessous, tu vois? Que ça reste plat, mais du coup que ça prenne le volume de ta poitrine. Mais en vrai, c'était une tentative de blague qui a pas du tout marché. Hein. Faut pas trop faire gaffe. C'est moi qui raconte encore de la merde. Donc T'inquiète. voilà. Moi, les blagues, en général, elles ont tendance à me passer 3 kilomètres au-dessus de la tête. Non, mais en vrai, le truc, je m'en suis déjà rendu compte la semaine dernière. J'étais déjà un peu malade. C'est que quand t'es, enfin, quand je suis crevé, mes vannes, en fait, elles ont pas le. Généralement, quand je fais une vanne, j'y pense avant. Et je me dis, bon, alors déjà, première chose, c'est est-ce que c'est pas une vanne qui va blesser quelqu'un? C'est le principal. Et après, je me dis, mais est-ce que ta vanne, elle va marcher? Et en fait, quand tu malade un peu, je suis tellement déconnecté, mais c'est limite en rapport à ma neuroatypie, c'est ça le pire. Mais je suis tellement déconnecté, en fait, que le filtre, il est même pas en marche. Donc c'est un peu compliqué. Chaton dit faut arrêter les blagues enrhumées. Oui, bah oui, mais bon, en même temps, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Et du coup, ouais, j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur mon genre en 2017. Euh, je me disais gender fluid à l'époque. Puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça, pas entièrement, que ma vision du genre était pas entièrement celle-là, même si ça me convenait pas mal. Après, je me suis dit demi-boy, je me dis encore demi-boy, et j'ai rajouté le xénogenre plus tard. J'ai compris que j'étais xénogenre plus tard. Et du coup, quand tu dis que t'es xénogenre, c'est-à-dire plus précisément, parce que xénogenre, c'est pareil, c'est une grosse ombrelle, mais c'est pas la définition la plus précise en fait. Je suis xénogenre océan gender, c'est-à-dire que je définis mon genre comme un océan parce que dans les océans, il y a du chaud, du froid, des courants, ça bouge, c'est en perpète évolution, perpétuelle évolution. Voilà, je vais y arriver. Et c'est un peu comme ça que je perçois mon genre qui bouge sur le spectre. D'accord. Ouais, non, effectivement, c'est vrai que c'est. Mais alors, petite question, parce que du coup, tu nous as dit c'est en 2017 que tu t'en es un peu rendu compte, parce que justement, t'as ton ami qui t'a fait son coming out à genre. Mais si déjà à ce moment-là, t'étais entre guillemets conscient d'être ni un garçon ni une fille, c'est-à-dire que tu étais déjà avant. Du coup, quand tu t'en es rendu compte, à quel moment que justement que t'étais pas une fille ou un garçon? Bah, en fait, il y a eu des signes dans l'enfance et l'adolescence. Par exemple, dans l'enfance, mes déguisements pouvaient passer de la princesse à Superman. Mes jeux pouvaient passer de la Barbie à la bagarre. D'accord. Euh, et à l'adolescence, j'aimais à me décrire avec des termes que je sais maintenant problématiques. Oh, je te ressors mon TEDx. Qui sont garçons manqués. Parce que je sais que c'est problématique maintenant parce que ben, un garçon manqué, ça sous-entend qu'un garçon, une fille masculine, c'est qu'un garçon en moins bien. Donc je sais que maintenant que c'est problématique ce terme-là. Mais je me décrivais comme garçon manqué quand j'étais adolescent. Et je faisais pas mal de trucs de garçon, entre guillemets, genre de l'airsoft, des trucs comme ça. Alors, c'est marrant à quel point en fait t'as comme un décalage parce que on a souvent tendance à dire comment dire,
t'as beaucoup de choses qui sont injustement genrées, en fait. Tu vois, par exemple, les robes, c'est pour les filles, le airsoft, c'est pour les garçons. Mais de façon assez contradictoire, le fait que ça soit genré a permis à pas mal de personnes de se rendre compte que elle n'était pas, entre guillemets, le genre qu'elle pensait être avant, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Nouveau bagarre livré avec sa batte cloutée. Pas mal, pas mal. Alors sinon, au niveau des vannes, je vais quand même la faire, parce que depuis tout à l'heure, je me dis que j'aurais dû la faire. Mais du coup, quand ton ami t'a fait un coming out à genre, est-ce que tu lui as demandé où c'était, genre? Non, j'ai pas demandé ça. J'ai dit de m'expliquer ce que c'était à genre, puis c'est là que je l'ai sorti. Mais tu sais, moi, je suis ni un garçon ni une fille, je suis juste moi. Et c'est là qu'elle m'a parlé de la non-binarité et qu'elle m'a dit de creuser là-dessus parce que ma façon de penser ressemblait beaucoup à une personne non-binaire. Et c'est suite à ça que j'ai creusé. C'est marrant parce que quand j'y pense, ça me fait penser à... Comment dire, pour la petite histoire, je pense que je l'ai peut-être déjà mentionné dans l'émission, mais mon frère est musulman en fait. Il est converti et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose entre les personnes qui viennent de faire leur coming out et les personnes qui sont converties. C'est que du coup, elles deviennent entre guillemets, en très peu de temps, mais genre une encyclopédie du sujet en fait. Genre, j'ai moi-même fait mon coming out trans il y a 2 heures, mais maintenant je suis capable de, entre guillemets, de guider, d'aider quelqu'un qui va aussi le faire. En fait, c'est super marrant. Il y a vraiment cette notion de j'aide le suivant et ainsi de suite, quoi. Ah mais totalement, c'est aussi pour ça que j'ai fait mon TEDx, c'était parce que de une, j'en avais marre de répéter auprès des transphobes, et de deux, je voulais pouvoir aider les personnes en questionnement, et peut-être aller se reconnaître dans ma vidéo, etc. J'ai dit que on va commencer à communiquer par quinte de tout. Pour interposer. C'est ça, ouais, c'est compliqué. Faites une théorie du complot, en fait. Il va y avoir des trucs. Ah ouais, en fait, dans les dernières vidéos, ils parlaient par tout. Ils ont dit qu'ils allaient détruire l'Elysée. Enfin, truc de ouf. Alors que non, je peux le dire clairement. Si vous pouvez détruire l'Elysée, détruisez l'Elysée. Viens de me chercher, Jeff Bezos. C'est ça, c'est ça. Mais pas demain, parce que demain, c'est dimanche, et dimanche, c'est la flemme. Du coup, comment ça s'est passé quand tu t'es rendu compte justement de ça? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été compliqué ou est-ce que d'un coup c'est comme si tu avais une réponse que tu cherchais depuis des années? Euh, c'est un peu complexe parce que c'est vraiment un travail qui s'est fait sur plusieurs jours, voire même une semaine. Et ça a été non, mais je suis pas non-binaire, oui, mais je suis non-binaire, non, Ah, oui, non, oui, non. Et en fait, ça a été à la fois une révélation parce que j'ai compris que c'était ça depuis le début, et à la fois en mode j'avais le déni, quoi. Mais comme m'a dit une personne très proche, elle m'a dit si t'étais cis, tu te poserais pas la question. ah, je suis pas forcément, je suis pas forcément d'accord. Je pense que même les personnes cis sont à un moment où elles se posent la question, ne serait-ce que pour être sûr en fait, hein. Enfin, je pense. Après c'est toujours difficile à dire parce que bon, il s'avère que moi je me suis posé des questions et spoiler, j'étais trans, donc. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que se poser une question, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis trop naïf, mais je pense que tout le monde se pose une question à un moment, non? Je sais même pas à qui je pose la question en fait, parce que là, les chats, c'est pas comme si vous allez me répondre. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour moi, le questionnement était normal en fait. En fait, faut qu'un jour j'invite une personne cis, juste pour pouvoir lui poser des questions et faire alors, comment ça se passe quand vous êtes cis je veux dire, genre quand vous êtes hétéro et que vous êtes en couple, qui c'est qui fait l'homme et qui c'est qui fait l'autre homme, du coup, ça se passe comment? Et du coup, la première label sous lequel j'étais quand j'étais au collège, c'était le label bi, parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas que les garçons, surprise. Du coup, je me suis dit bi pendant des années, et j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça qu'en fait j'étais plus lesbienne que bi, parce que le pourcentage de mecs qui m'attiraient était vachement faible quand même, alors que les meufs c'était tout le temps oh elle est mignonne, oh elle est belle, Hmm. oh mon dieu. Et du coup, je me dis lesbienne curieuse parce que je me laisse quand même une porte ouverte au cas où
il y ait un homme qui me plaise, donc je me dis lesbienne curieuse. Comme les gens qui se disent hétéro curieux, bah moi je suis lesbienne curieuse. Hétéro curieux. C'est plutôt bi curieux, non? Non, c'est hétéro curieux pour beaucoup de gens. Ah bon, autant pour moi. Bah, comme quoi, hein. Chaton qui nous dit j'en ai déjà eu des invités 6 en plus. Oui, oui, bien sûr, oui, non, mais c'est en fait, c'est. Le truc, c'est que. J'ai. Comment dire? Forcément, à force de discuter avec que des personnes qui sont en questionnement, des choses comme ça commence à devenir mentalement compliqué d'essayer de faire la part des choses par rapport aux personnes qui ne le sont pas. C'est. À force de discuter avec un type de personne, tu as du mal à te rendre compte que d'autres personnes ne sont pas de ce type-là, justement. C'est un peu ça qui est le côté un peu chelou de l'émission, du coup. Donc. Du coup, voilà. Donc oui, au collège, tu disais bi et puis ça a évolué, quoi. Et maintenant, c'est plus Bah, en fait, lesbienne. oui. En fait, jusqu'à pas longtemps, j'ai eu que des relations avec des mecs cis hétéros. Euh, ma dernière relation, c'était un mec cis hétéro, justement. Mais j'ai toujours été très attirée par les femmes. Et les hommes, c'était en fait plus parce que c'était facile à avoir, entre guillemets. J'avais le mode d'emploi pour séduire un homme, mais une femme, j'étais toujours en mode, elle est trop belle, je vais pas y aller, puis elle est sûrement hétéro, puis elle va pas me calculer, etc. Du coup, j'ai plus relationné avec des mecs cis qu'avec des meufs, mais j'ai toujours été beaucoup plus attirée par les meufs que par les mecs. Alors, petit spoiler, hein, le mode d'emploi pour les Maxis, ça s'appelle les boobs, en fait. Et ça joue beaucoup. Hein, on va pas C'est se ça. mentir. Hmm. Tu mets un Alors, joli décolleté, tu fais un peu la mijaurée en mode ah, j'aime bien quand tu rigoles, oh, c'est mignon ce que tu viens de dire et tout ça. alors, je suis quasi sûr, enfin, je vais dire le peu, non, j'en connais pas mal. Toutes les personnes lesbiennes que je connais, je suis quasi sûr que le décolleté, ça marche aussi avec elles, en fait. Ah, Eh oui, eh oui. Mais ça me fait un peu sourire parce que justement, j'avais une. Bah, j'ai toujours, elle est encore en vie, heureusement. Mais mon ex, en fait, est quelqu'un qui justement cherchait à faire beaucoup d'expériences. Et elle m'a dit plusieurs fois qu'elle savait pas parce qu'en fait, elle essayait aussi du coup enfin, ça fait très bizarre dit comme ça, mais tu vois, elle n'était pas fermée au fait d'essayer quelque chose avec une femme, en fait. Et sauf que ça me faisait marrer parce que tu sentais la volonté de dire bon bah ouais, je suis prêt à essayer, pourquoi pas, entre guillemets, faut tester des trucs. Sauf qu'à côté de ça, t'es en mode je sais pas comment faire. Tu vois, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est récurrent en fait chez les personnes, que ce soit des personnes gays ou bi, et même des personnes hétéros qui voudraient essayer en fait. C'est assez ouf comme truc. ben, moi, la seule fois où j'ai vraiment dragué une meuf, je lui ai sorti le grand jeu. Genre, je suis arrivée, je lui ai offert un verre, j'ai discuté avec elle, puis après, je l'ai amenée danser. Je l'ai invitée au resto et tout. Enfin, vraiment, j'ai sorti le grand jeu de la galanterie. Et ça a marché puisqu'on a fini par avoir notre histoire ensemble. Bon, c'était une histoire d'une fois parce qu'elle devait repartir en France et que moi, j'étais toujours en Nouvelle-Calédonie. Mais c'était plutôt cool comme rencontre et je me rends compte qu'en fait, jouer le gentleman, ça marche plutôt bien. Je l'ai fait rire, je lui ai dit des compliments, je l'ai fait danser et ça a marché. Bah, c'est cool, c'est très cool. Non mais c'est marrant parce qu'en fait, enfin je veux pas faire mon comment dire, je veux pas faire mon vieux boomer, mais au final j'ai l'impression que bah, c'est toujours une question de gentillesse et d'apporter du bien à l'autre en fait. D'apporter du positif à l'autre. À part certaines personnes, je sais que j'avais eu ce gros souci pendant de nombreuses années, c'est que j'étais, comme moi-même, enfin je le suis toujours d'ailleurs, sauf que j'ai appris à le gérer différemment, mais comme moi-même j'étais totalement pété pendant un moment, totalement cassé, je cherchais justement des personnes qui étaient aussi cassées, voire plus cassées de moi en fait. Genre si t'arrives à réparer l'autre, ça te répare à temps, mais c'est pas ça le truc. Je pense qu'une relation devient saine au moment où toi, comme la personne en face de toi, est vraiment décidé à apporter du bon et à récupérer du bon de l'autre personne en fait. C'est ça. C'est. Et la Alors, communication aussi. ouais, bah oui, totalement, ouais. Totalement. Je sais que bah, justement avec Chaton, j'espère qu'elle confirmera, mais je pense que la raison pour laquelle ça marche nous deux, bah, c'est qu'on parle beaucoup. Enfin, on parle beaucoup, enfin, on parle beaucoup l'un avec l'autre. Quand il y a un truc qui va pas, on écoute l'autre, on parle à l'autre, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi.
Après, effectivement, c'est un peu viré du sujet de base qui était la drague. Mais je pense que ouais, au final, euh, encore une fois, bravo nous, bah oui, bravo nous, ça fait plus de 2 ans quand même. Et c'est vrai qu'effectivement, on aurait même dans le domaine de la drague. En fait, c'est très bête ce que je veux dire, mais j'ai l'impression, avec le recul et avec le fait que j'ai moi-même pas eu besoin de gérer de rencard depuis très longtemps, du coup, depuis plus de 2 ans, même plus, c'est que, bah, au final, c'est comme les rencarts, c'est comme les entretiens d'embauche, en fait, quand tu y réfléchis, t'as des clés qui te permettent, entre guillemets, de faire que ce soit un rencard réussi, quoi. Alors après, évidemment, des fois, c'est juste le feeling qui passe pas, pour une raison X ou Y, la personne en face de toi ne correspond pas à ce que tu voudrais, ou inversement. Mais au final, t'as vraiment des clés. Enfin, je veux dire, tu l'as dit toi-même, t'as sorti le grand jeu. Quand tu parles de grand jeu, c'est parce que tu sais que justement, ce grand jeu va aller intéresser et va apporter du bien et du positif à la personne en face, en fait. Oui. Donc voilà, quoi. D'ailleurs, vous pourrez trouver des conseils dans son prochain TEDx, qui s'appellera cette fois-ci Comment pécho. Comment pécho, tout simplement. Peut-être pas, on va se calmer sur les TEDx, c'est super compliqué d'en faire, faut être sélectionné déjà. Mais genre, je savais pas du tout que ça existait en fait, ce genre de entre guillemets de casting, de coaching et tout, c'est super intéressant. C'est- J'ai été coachée pendant 2 ou 3 mois avant d'être sur scène. Et vraiment, tout est millimétré, le moindre geste, le moindre mot, la moindre slide sur ton diapo, tout est vérifié par ton coach. Et c'est lui qui va te dire, à ce moment-là, tu prends telle intonation, à ce moment-là, tu fais tel geste, attention à bien être resté dans le cadre de la caméra, tu sors pas de tel cadre, tu restes à tel endroit, etc. Enfin, c'est vraiment lui qui va te donner ton jeu, en fait, sur scène. Encore une fois, je sais qu'on revient beaucoup sur le TEDx, mais j'avoue que c'est le côté. Encore une fois, je le redis, je suis habitué à parler devant, enfin, à parler ou à faire une prestation devant beaucoup de personnes. Et c'est vrai que cette façon de faire, c'est un peu l'opposé de ma façon à faire à moi, quoi. Moi, c'est genre, tu lances le. Comment dire? T'allumes le micro et puis après, voilà, advienne que pourra. Mais c'est vrai qu'effectivement, le fait justement d'entendre quelque chose qui est totalement l'opposé de la façon dont je bosse, ça me fait très bizarre et ça me fascine en même temps, quoi. Donc, voilà. D'ailleurs, petite anecdote, ce qui est assez drôle, c'est que mon coach TEDx, il m'a dit j'ai l'impression d'avoir un guépard sous cocaïne à transformer en tortue par rapport à mon débit de parole qui est très rapide. C'est passé de. Ouais, non, j'allais faire une référence, mais elle est trop datée, donc on va oublier. Je cherche dans ma tête si j'arrive à l'adapter au XXIe siècle, mais sinon elle sera beaucoup trop datée, donc voilà. Euh, ouais, ouais. Non, j'ai visualisé, en fait, du coup, j'ai visualisé comment dire, le paresseux de Zootopia en train de faire la conférence. Du coup, c'est ça que je visualise. Comme ça, pas à ce point-là quand même, mais il y avait de l'idée quoi. Enfin, j'ai dû passer de quelqu'un qui parle très vite à quelqu'un qui pose ses mots, qui pose ses gestes, qui se retient de pas parler trop vite, etc. Et c'est vrai que le fait de connaître son texte par cœur, ça aide parce que tu sais quel sera le prochain mot. T'as aucune impro, donc t'es pas stressé sur le fait de dire de la merde, puisque tout a été validé par Ouais, mais justement, c'est ça qui me fait. Moi, je pars du principe, je préfère connaître mon sujet à fond que connaître mon texte à fond, en fait. Tu vois le truc. Après, justement, si t'as été capable de faire ça, c'est que tu connaissais ton sujet à fond aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas. Après, je pense que c'est normal, t'auras toujours plusieurs écoles pour des trucs comme ça. Je sais que par exemple, moi, pareil, ce que je fais devant mon public, il y a d'autres personnes qui te diraient ah non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ci, mais bon, après, c'est chacun sa façon de faire, quoi. Et du coup, oui, voilà, effectivement, je me rends compte qu'on s'attend. En fait, encore une fois, c'est un sujet qui m'intéresse, donc là, c'est un peu plus moi qui parle dans mon intérêt perso que dans l'intérêt de l'émission, mais oui, effectivement, encore une fois, le sujet du TEDx, c'est super intéressant. Du coup, Allez le voir. Ah oui, bah de toute façon, Chaton nous a mis le lien plutôt dans le chat, à l'heure qu'il est, il apparaît encore dans l'historique, donc il n'y aura pas de souci. Et puis si jamais... Alors attendez, je vais réfléchir avec le replay. Éventuellement, ce que je ferai quand je mettrai le replay, c'est que je mettrai le lien dans le commentaire dans la description de la vidéo, ce sera peut-être plus simple. Du coup, retour en 2017, quand ton ami se rend compte que... Enfin, ton ami t'aide à te rendre compte de ton
identité. À ce moment-là, comment ça s'est passé pour toi au niveau de ton entourage? Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont déçu ou qui t'ont au contraire agréablement surprise? Est-ce que tu as eu du soutien? Alors, bah, bien sûr, j'ai eu cette amie-là qui m'a soutenue, etc., puisqu'elle m'avait elle-même fait... Elle m'avait... Bref. Euh, j'ai eu cette amie-là qui m'a soutenue, et j'ai eu mon ex, celui dont je ne dois pas prononcer le nom, mon ex violent qui m'avait sorti non, mais t'es pas non-binaire, t'es juste une femme qui a la rage parce que les hommes gagnent plus que les femmes, t'es juste une grosse féministe et tu veux te devenir un garçon à cause de ça. Alors, j'allais faire une vanne en disant je savais pas que t'étais sorti avec Harry Potter, mais le truc que t'as dit juste après, ça me fout juste la rogne en fait. C'est un sacré connard apparemment, l'ex en question. Oui, c'était l'ex dont je parle souvent sur Twitter, qui a été violent avec moi, etc. Qui m'a sorti aussi, moi je suis hétéro, je sors pas avec des hommes, donc t'es pas un homme. Bah, je pense pouvoir parler au nom de toutes les personnes qui regardent l'émission et même ceux qui sont à l'heure en disant qu'il aille se faire foutre en fait. Mais genre beaucoup quoi. Ah mais clairement, il a eu la pire réaction ever que j'ai jamais vue, genre... après, j'ai pas parlé de ça à mon père ni à ma famille. Enfin, si, j'avais fait un coming out rapide à ma grande sœur. Désolée pour le décès en direct. Donc, j'avais fait un coming out rapide à ma grande sœur qui m'avait sorti non, mais c'est un peu la mode. On éduque les enfants en non-genré, c'est un peu la mode. Tu verras, ça te passera. En gros, c'était ça sa réaction. Du coup, ça m'avait calmé par rapport à faire des coming out. Et dans mon TEDx, en fait, je fais mon coming out et il y avait mon père de présent dans l'assemblée ce soir-là. Et du coup, il a entendu mon coming out devant 400 personnes sur scène. Il était au courant de rien. J'imagine déjà tout le truc pour tout le truc déjà pour le faire venir dans la salle, entre guillemets pour lui garder la surprise. Ça doit être très particulier, très très particulier à vivre aussi du côté de l'auditeur. Ben, en fait, il savait que j'allais faire un TEDx. Il savait que ça allait parler des questions LGBTQIA. Mais il n'en savait pas plus parce que je répétais que quand il n'était pas là. Je répétais quand il était au boulot. Du coup, je faisais mes allers-retours dans le salon, etc. Parce que oui, moi, j'ai une façon très bizarre d'apprendre. C'est-à-dire que je suis obligée de bouger pour apprendre. Je danse, je chante, je bouge dans tous les sens, je monte et je redescends les escaliers, je fais des chorégraphies dans les escaliers, tout en récitant mon truc. Et Ça te permet d'avoir une visualisation accrue du sujet, c'est ça? En fait, c'est juste que le fait de faire des gestes et tout, ça me permet de m'ancrer vraiment dans la concentration parce que si je suis assise sur une chaise, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rentre en fait. Si je suis juste assise sur la chaise à lire, donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rentre. Alors quand je bouge, je fais des gestes, je danse, je chante, etc. Bah là, ça rentre mieux. TDH, be like. Ah non, bah, du coup, je vais mettre je vais dire en vocal ce que j'allais mettre sur le chat. J'ai fait ça rentre pas et finalement ça rentre. Je vais dire c'est le titre de ma sextape, mais et du coup, voilà. Voilà, je suis tout. Et sinon, niveau coming out, mon père, c'est passé par une oreille, c'est sorti par l'autre. Putain, pourtant t'avais 400 personnes avec, quoi. Bah en fait, il était là au TEDx, il a entendu tout ce que j'avais à dire, mais il m'appelle toujours ma fille, genre toujours au féminin. Il se moque de moi quand j'achète du rose en me disant tiens, il y a du rose dans ce que t'as acheté. Et voilà, mais il a aidé à avoir mon changement de prénom, il m'a fait une lettre pour mon changement de prénom. Globalement, il a été assez présent, même s'il a une sorte de déni. D'ailleurs, le plus gros déni que j'ai jamais vu, c'est mon père. Il me dit quand tu me ramèneras un compagnon, et je lui glisse ou une compagne. Et là, il sort, statistiquement parlant, t'as plus de chances de me ramener un compagnon. Ok. Le plus gros déni que j'ai jamais vu. Ah, ça me fait penser à bah, après, c'est un truc qui est récurrent, mais justement, Chaton m'avait fait lire le dernier album de Fantôme Fâché où justement t'avais une scène où t'avais deux lesbiennes qui allaient chercher un appart et le mec qui loue l'appart ou qui vend l'appart, je me rappelle très bien, fait ah ouais, ça fait plaisir de voir deux amis qui achètent un truc ensemble. Ah non, mais c'est pas mon ami, c'est mon petit ami. La 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 la, deux amis qui achètent un immeuble. Enfin, c'est totalement ça, quoi. Ouais, totalement. Et le pire, je crois que ça a été ma mère.
À l'époque, j'avais un homme sur mon fond d'écran. Elle me dit, c'est qui lui? Je lui dis, bah, c'est l'homme que j'aime. Elle me dit, ah, bah, je croyais que tu étais lesbienne et en couple avec le prénom de ma meilleure amie de l'époque. Et je lui dis, non, désolé de te se voir, je suis juste bi. Elle me dit, bon, bah, tu lâches des chattes quand même. Hein. Je fais, maman, ça se résume pas qu'à ça. Elle me dit, oh, il y a les godes aussi, mais bon. Oh putain. Oh, la discussion cringe. Et le pire, c'est qu'elle rajoute en parlant à mon beau-père. De toute façon, les lesbiennes, elles finissent toujours par revenir voir les hommes parce que la bite, ça leur manque trop. Et ouais, j'étais à côté en mode la 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 la. Alors, excuse-moi, je suis désolé, j'aime pas beaucoup comme ça porter un jugement sur la famille parce qu'effectivement, j'ai pas toujours le truc et tout. Mais ta mère, ce serait pas une grosse conne? Si, un peu. Ouais, un petit peu, hein. J'ai bien l'impression. Je suis désolé que tu aies eu un contexte aussi compliqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que c'est un truc que je fais souvent dans l'émission. Quand il y a quelqu'un qui a un contexte de merde comme ça, encore une fois, je propose qu'on fasse un déluge de cœur sur le chat pour Will. Parce que Oh, cœur ça, sur vous. ça me fait toujours super mal à entendre des trucs comme ça, parce que bon, des fois, effectivement, il y a des histoires qui sont toutes cheerful, et des fois, il y en a qui sont un petit peu plus compliquées, on va dire. Du coup, tes parents aujourd'hui, comment ça se passe? Ils ont quand même assimilé l'info, ou ça reste un truc qui met dans un coin de leur tête en mode, en fait, on s'en fout, quoi. Ma mère, je sais pas parce que je lui parle plus. Qui a pas l'air d'être une mauvaise chose. Elle m'a envoyé un message pour mon anniversaire, mais ça s'arrête là. Et mon père, bah, comme j'ai dit, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Donc je pense que j'aurai un deuxième coming out à faire. En mode à rappeler à mon père, tu te souviens de la non-binarité dont je parle dans mon TEDx? Et voilà. On a, Tigus, coucou Tigus, qui nous dit coucou Will, Nat et Na. Il demande, t'es sûr qu'il était pas au bar pendant le TEDx? Impressionnant à quel point ils ignorent. Non, il était devant moi, je l'ai vu dans l'assemblée quand j'ai fait un geste pour dans mon TEDx. À un moment donné, je me couvre les yeux et ça m'a couvert la grosse lampe que j'avais devant la tronche qui m'empêchait de voir le public. Et j'ai vu mon père au premier rang et je savais qu'il allait venir parce que la place était gratuite pour une personne que je voulais. D'accord. Ok. Après, je sais que malheureusement les parents. Petite question. Pardon. Ah putain, je suis désolé, ça m'ennuie plus moi que ça vous ennuie vous. Quelle génération ils sont tes parents? Quel âge à peu près? Oula. Oula. Mon père a la soixantaine et ma mère a 12 ans de moins. Ok, d'accord. Non, parce que du coup, je faisais la comparaison par rapport à ma mère à moi qui est pareil, qui a un peu plus de la soixantaine. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un truc générationnel, que des fois, t'as les parents, ils sont tellement, euh, on va dire, dans leur tête, ils ont tellement une configuration particulière que si tu leur dis un truc, mais qui rentre pas dans cette configuration, en fait, il y a un blocage mental. Il y a un blocage mental. Je sais que par exemple, ma mère, je suis capable de lui dire un truc 3 fois de suite. Et le lendemain, elle va me dire un truc, je fais, mais non, je t'ai dit justement que. Mais c'est juste parce qu'en fait, dans sa tête, elle a tellement des idées préconçues sur le rôle de son enfant, qui en gros est ton enfant, ferme ta gueule, on s'en fout de son opinion, il y a que ton opinion à toi qui compte, que du coup, quand je lui dis un truc qui va contre son truc, c'est même pas qu'elle veut pas l'entendre. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un blocage mental qui fait qu'elle l'entend pas en fait. Bah, mon père, c'est plus que je pense qu'il a pas encore très bien compris ce que c'était la non-binarité. Et je pense que je lui renverrai mon TEDx à re-regarder, parce que flemme de le rééduquer alors que j'ai déjà fait toute une conférence là-dessus. De 9 pages en plus. Oui, l'enfer. Mais ouais, il a pas très bien compris, je pense, que c'était la non-binarité. Je pense qu'il a écouté le TEDx plus pour me dire qu'il venait me soutenir que pour vraiment comprendre ce que je disais, etc. C'est vrai que ça a l'air d'être compliqué. Des fois, t'as les gens, en fait, j'ai l'impression que tu passes en pilotage automatique pour eux, en fait. Ils essayent de t'aider, mais en fait, ils comprennent pas ce que tu veux, en fait. Ou ce que tu es, d'ailleurs. Mais par contre, il a été très cool, il m'a fait ma lettre pour mon changement de prénom et tout. Enfin, et apparemment, les personnes qui se trompent, qui m'appellent par mon ancien prénom, il les reprend. Pareil, ma grand-mère a du mal à m'appeler par mon prénom choisi. Et parfois, elle se trompe et mon père lui dit non, c'est Ellie, c'est pas dead name.
Alors ça par contre, j'avoue que je me suis rendu compte récemment pour des raisons entre guillemets personnelles qu'on va peut-être pas évoquer dans l'émission, que le dead naming, ça peut tellement arriver en fait. C'est ouf. C'est ouf. Bon après c'est pas pour justifier ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que là ça m'a pris de... Ça me fait pouper dans ma tête qu'effectivement ça peut arriver très rapidement le dead naming. Dead naming. Donc, Surtout avec les vieilles générations qui t'ont appelé comme ça toute leur vie, et d'un coup tu changes. Enfin, ma grand-mère, je lui en veux pas quand elle se trompe, juste je la reprends gentiment. Et mon père la reprend aussi. Mais j'en veux plus à des jeunes générations comme ma grande sœur qui a super mal réagi à mon coming out non binaire en me disant que c'était une mode, que ça allait me passer, etc. je pense, enfin après j'ai pas fait mon coming out auprès de beaucoup de personnes parce que dans ma famille c'est un peu compliqué, mais je pense que moi si un jour si jamais je fais un coming out et qu'on me dit oh mais c'est juste une mode et tout, je vais rien dire, c'est juste le jour où je meurs sur ma tombe je mettrai CJ, Nat, mort, machin. PS, vous voyez que c'était pas une phase? Pas mal. Ah. Non, moi j'ai dit que s'il y avait autre chose que mon nom choisi écrit sur la tombe ou sur l'urne ou sur n'importe quoi, qu'on le pète. J'ai demandé à tous mes amis queer qu'ils le pètent joyeusement. S'il y avait mon dead name qui apparaissait à ma mort, j'ai demandé à ce qu'on pète le truc sur lequel c'était écrit. Tout le monde sait que pour une personne trans, les seuls endroits où sont autorisés les dead names, c'est sur PayPal. D'ailleurs, si jamais vous voyez le dead name d'une personne sur PayPal, vous n'avez pas vu le nom. Hein? Oui, c'est comme mon adresse mail, elle contient toujours mon dead name, mais j'ai la flemme de la changer parce qu'elle est sur tous mes papiers, etc. Et que j'ai la flemme de faire une autre adresse mail, du coup j'utilise toujours mon dead name comme adresse mail. Oh putain. Ah ben, moi aussi. Mais ça, non, effectivement, moi c'est par rapport à mon dead name, je suis en train de regarder, j'ai plein de trucs dédicacés chez moi qui sont à mon dead name. J'ai mes comptes de vidéos, c'est encore à mon dead name, enfin c'est un cauchemar en fait, j'ai l'impression que t'arrives jamais à y échapper quoi. Alors heureusement qu'il y a des personnes qui du coup sont vraiment... qui sont des personnes bienveillantes et qui t'appellent vraiment par ton nom, mais le dead name, des fois j'ai l'impression que c'est un truc dont j'arrive pas à m'en sortir quoi. Bah, moi, je l'ai changé partout. Je l'ai même changé à la CAF, je l'ai changé sur mon compte en banque, je l'ai changé vraiment partout. Ça me fait vraiment du bien. Avant, j'étais deadnamée à l'hôpital quand j'allais à l'hôpital parce que c'était pas changé encore sur la sécurité sociale. Depuis peu, c'est fait. Donc, je me suis vraiment débarrassée de mon deadname partout. J'ai plus rien à mon deadname à part mon adresse mail. Tigus qui nous dit oui, la génération et la connaissance des parents, t'es pas rejeté de la famille, donc pas une violence, mais ça reste une punition morale dont ils se rendent pas compte. Alors en fait, c'est ça le problème, c'est que si c'est une violence dans certains... La violence n'est pas forcément quelque chose de voulu en fait, de la part de la personne qui l'inflige, je veux dire. C'est... La violence, des fois, c'est plus insidieux. Je sais que j'avais le... Alors je sais plus si c'était par rapport à ma couleur de cheveux. En gros, ça fait maintenant 2-3... Oh, ça fait 3 ans si je dis pas de bêtises. Tous les étés, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que vous regardez l'émission, vous remarquez que je fais une couleur, en fait. C'est un truc que j'ai recommencé à faire et tout. Et je saurais plus dire si c'était par rapport à ça ou par rapport au fait que je vais porter un kilt le jour-là, où ma mère m'a balancé « Ouais, mais c'est pas bien ce que tu fais, ça fait personne transgenre. » Alors, sur le coup, j'ai surtout voulu lui répondre « Ah bah, maintenant que t'en parles, ça tombe bien, mais bon, je l'ai pas fait. » Mais rien que le fait qu'elle dise « C'est pas bien parce que ça fait personne transgenre », c'est une violence. C'est pas une violence voulue. C'est pas une violence entre guillemets d'attaque directe, mais c'est une violence. Ouais, bah, comme ma mère qui résumait le fait d'aimer les femmes à lécher des chattes et jouer avec des dildos, quoi. Voilà. Très bonne musicienne d'ailleurs, Dildo, qu'on a pu entendu depuis très longtemps. Faut que j'arrête les blagues quand je suis enrhumé. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. La vanne, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'était sur Dido, mais je me rends compte que cette référence est peut-être un peu datée vu qu'elle n'a pas sorti d'album depuis pas mal de temps. Donc on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Allez voir mon TEDx si vraiment ça vous intéresse de me voir. Ah, t'as fait un TEDx. T'as fait un TEDx, d'accord. Et bah, si vous voulez lire mon roman, je pourrais donner le lien aussi si vous voulez l'acheter. Bah vas-y, c'est une catastrophe. Hein.
C'est une catastrophe Amazon. Mon bouquin, il est à 20 balles, quoi. C'est un bouquin de 100 pages, il est à 20 balles. Moi, il est à 31, je crois. Ouf. Combien de pages? Ah, c'est... 200 et quelques, près de 300 pages. À la rigueur, j'ai envie de te dire, si c'est vraiment un bouquin, entre guillemets, comme ça vaut le coup, alors que moi, c'était simplement un recueil de poésie, donc... quand j'ai vu le prix, bah, en vrai, j'ai dû en vendre 4, quoi. 4, dont un, ma meilleure amie de l'époque, mais sinon... je pense que je suis l'auteur publié le moins succès... qui a le moins de succès de l'histoire, en fait. Bah, moi, je me Donc, suis auto-publiée grâce à Amazon KDP, mais je gagne que dalle. Genre, sur tous les romans que j'ai vendus, j'ai dû en vendre la famille, plus les amis de la famille, j'ai dû en vendre une dizaine. J'ai dû toucher même pas quoi? 3 euros? Par contre, t'as payé pour la mise en vente. Non, même pas. Même pas? Oh, oh c'est bon à savoir ça pour mon prochain. Alors, oui, petit spoiler, effectivement, il y a un nouveau bouquin qui arrive, il est en cours d'illustration. Voilà. Et moi, du coup, ça s'appelle Eléa et l'Ordre des Taurenards. Et la couverture, c'est marqué, écrit par Elie Ventura. De toute façon, si vous tapez Elie Ventura dans Google, vous allez trouver mon TEDx, mon roman et peut-être une interview que j'avais fait pour un journal qui parlait de handicap. Ok. Ok, bah c'est cool. Franchement, je suis... Alors, vite fait, on a encore... on a le temps. On n'a pas de timing précis, mais tu peux vite fait nous dire de quoi parle ton roman? Bien sûr, quand j'aurai fini de décéder. Vous avez encore 5 minutes pour décider de qui mourra en premier dans l'émission. N'oubliez pas, un superbe badge avec marqué merde est à gagner. En fait, il y a un institut appelé l'étudoir qui rave des personnes ayant des pouvoirs appelés les taurenards. Et il y a un ordre de survivants, d'enfants de survivants et de taurenards indépendants qui s'est créé pour faire tomber l'étudoir. D'accord. Ça a l'air d'être... Alors, attends. Vous pouvez écrire Elie Ventura correctement sur le chat. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était H-E-2-L-Y? H-E-L-Y. Un seul L, d'accord. Et Ventura, V-E-N-T-U-R-A. Et comme Ace ou Lino Ventura. Alors, Ace Ventura, c'est peut-être pas forcément à indiquer vu le gros bail transphobe du premier film, mais bon, chacun ses références. Bah moi, c'est celui d'ailleurs- qui ressort à chaque fois que je dis... Oui, bah oui. Celui qui ressort à chaque fois que je dis mon nom de famille, c'est oh comme Ace, oh comme Lino. Voilà. Bon, après, pour remettre juste le truc, Jim Carrey avait dit qu'il regrettait lui-même la scène très transphobe d'Ace Ventura. Donc, je sais pas si ça pardonne, mais bon, voilà. Écoute, c'était très sympa, ça passait super vite, j'ai l'impression. Ouais, on n'a pas trop décédé en direct. Oui, oui, voilà. Justement, ouais, pour ceux qui se posent la question de pourquoi ça dure qu'1 heure cette fois-ci, c'est juste parce qu'au niveau de la voix, c'est juste pas possible. Hein. Moi, perso, j'aurais pas faire plus. Par contre, à la rigueur, ce qu'on refera, je pense que si t'es volontaire, Ellie... Oui, bah oui, Ellie, ça marche aussi, ou Will. On refera une émission avec peut-être des conditions vocales un peu moins compliquées. Ah, je suis partant. Ok, bah on en reparlera de toute façon, comme dit encore une fois, là, après la semaine prochaine, l'émission fera une petite pause de fin d'année, de Noël, l'histoire de bien fêter, pour ceux qui fêtent. Pour ceux qui ne fêtent pas, plein de bonnes choses quand même, enfin bref, vous avez l'idée. Eh ben c'était C'est quoi tes pronoms, épisode numéro 48. J'espère que vous avez kiffé, merci d'avoir regardé en direct ou en VOD. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à acheter le roman et à regarder le TEDx de Will. Alors, petite question, est-ce qu'avant de regarder ton TEDx, il faut regarder TED A, TED B, TED C, TED D, TED... Non. Ok. Non. Il n'y a pas de TED A, TED... En fait, TED c'est la franchise internationale. Et TEDx, je crois que c'est une sous-franchise de la franchise. Mais en vrai, justement, parce que c'est TED comme les TED Talks, on est bien d'accord. Et voilà, c'est ça. D'accord, C'est un ok. TED Talk que j'ai fait. Ok, d'accord. Ah, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est devenu pareil, le coup du TED Talk, c'est tellement devenu un mème aussi, qu'on oublie que, bah, effectivement, c'est vraiment des trucs qui existent, en fait. Oui, oui, ça existe. Tu fais une audition, tu passes devant un jury, et si le jury aime, tu es pris et tu fais ton TED. Chaton qui nous dit, précise qu'on peut retrouver les infos de l'émission sur Twitter avec le hashtag C'est quoi tes pronoms. Donc hashtag C'est quoi tes pronoms pour plus d'infos sur l'émission. J'en profite aussi pour vous dire, alors deux petites infos en speed avant de rendre
La première, c'est que personnellement, je suis plus vraiment sur les réseaux sociaux par choix. Je ne sais pas si j'y retournerai ou pas. Mais le Twitter de C'est quoi tes pronoms continue à fonctionner en grande partie grâce à Chaton, qui a que moi qui ai le droit de l'appeler Chaton parce que c'est ma chérie à moi. Mon chéri d'ailleurs. Donc merci. Parce que en plus de faire la modération sur le chat, sans toi mon cœur j'arriverai pas, donc merci beaucoup d'être là, et l'émission est également la tienne du coup. Et la deuxième info, alors je ne sais pas si ce sera le même public, mais je suis en ce moment en train de... Alors déjà pour ceux qui suivaient, je suis en plein travail sur un documentaire sur la peur, qui est dans la phase où je vais faire le premier montage. En fait, j'ai déjà eu Community Manager, exactement. Où du coup, oui, je suis en train de bosser là concrètement. J'ai déjà une paire d'interviews. Donc je vais faire un premier... le but, c'est de faire un premier montage de ce documentaire, histoire de montrer le but, et qui servira probablement de carte de visite pour faire la suite. Et enfin, je voulais vous dire que je suis en train de bosser un concept d'émission un peu creepypasta, un peu centré sur l'horreur. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous faire connaître dans les commentaires de cette vidéo YouTube, puisqu'elle sera sur YouTube, courant de la semaine prochaine, comme d'habitude. Will, encore une fois, merci d'avoir participé à l'émission. Bah, merci de m'avoir offert cette chance. J'espère qu'on pourra le refaire avec de meilleures conditions vocales. Ouais, n'hésitez pas à vous soigner les gens, hein, je le dis, à mon avis, vu la saison, on est loin d'être les seules personnes à être malades, et n'oubliez pas, le Covid existe toujours. Et puis même si c'est juste une grippe ou une crève, mettez des masques et pensez aux personnes qui ont justement moins de défense immunitaire pour des raisons diverses et variées. A très bientôt les gens. Buvez de l'eau. Et buvez de l'eau, oui, c'est très con en fait, mais je pense que on est dans une communauté où le fait de rappeler qu'il faut boire de l'eau, c'est pas du tout de la démagogie, c'est vraiment nécessaire. A très bientôt tout le monde. Encore merci Will, et puis n'oubliez pas, le mot du soir était merde. À plus. Merde. Ah, et chaton, je t'aime. Oh.